quel plaisir d'échanger avec Catherine Legros dans cet épisode. Formatrice et accompagnatrice de jeunes depuis plus de 20 ans, Catherine partage avec nous son expertise et ses précieux conseils pour aider nos enfants à développer leur attention et être pleinement présents. T'as envie d'en savoir plus et de découvrir des idées concrètes pour faire la différence? Rejoins-nous pour cet épisode inspirant. Bonne écoute! Alors bonjour Catherine, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonjour Sophie, ravie d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'attention. Moi, j'ai eu le grand plaisir de te rencontrer lors de la dernière édition du festival Out of the Books, où tu nous as fait le grand plaisir d'animer une conférence qui a suscité beaucoup d'intérêt. La salle était plus que bondée pour t'écouter. Parler d'attention, parce que c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment favoriser l'attention. Je trouve qu'en tant qu'enseignant, c'est vraiment une question c'est un point qui questionne quand même beaucoup les enseignants. Ils passent leur vie à essayer d'avoir l'attention de leurs élèves pour transmettre leurs compétences, leurs connaissances. Toi, tu es formatrice, accompagnatrice de jeunes depuis plus de 15 ans. Et donc, tu vas nous apporter ton regard d'experte sur ce sujet brûlant. Oui, c'est d'ailleurs mon cheval de bataille, l'attention, oui. Super. Avec les élèves comme avec les enseignants. Alors, comme première question, j'aurais tendance peut-être à partir sur une question plus générale, mais d'être peut-être bien au clair de ce qu'on entend exactement par le terme d'attention. C'est vrai que c'est un terme qu'on retrouve énormément dans les bulletins des élèves. Il faut être plus attentif, essayer de faire preuve d'attention, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur ce concept et nous expliquer aussi pourquoi c'est si essentiel en fait dans l'apprentissage? Oui, tout à fait. Alors l'attention, effectivement, déjà c'est essentiel dans l'apprentissage comme ça l'est dans tous les domaines de nos vies en fait, parce que l'attention c'est le cœur de notre vie. Déjà si on prend l'apprentissage pour mémoriser, pour comprendre, pour réfléchir, pour imaginer, il faut être attentif, il faut être présent. Si je suis pas là, les choses vont glisser sur moi en fait. Donc, pour le bien-être aussi, si je me lève ce matin et qu'il y a un magnifique lever de soleil, mais que je ne le vois pas ou que je suis prise par mes pensées, ou si j'entends pas le beau chant des oiseaux non plus, ce bien-être-là, ce bonheur va me glisser aussi pour ma sécurité. Donc en fait, ça n'est pas que lié à l'apprentissage, mais vraiment dans tous les domaines de nos vies. Être attentif, c'est être attentif à tout ce qui se passe autour de moi, c'est-à-dire ce que je vais voir, ce que je vais entendre, ce que je vais sentir. C'est lié à toutes mes perceptions. Et puis, c'est surtout aussi, et ça on l'oublie parfois, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ce que je ressens. Puisqu'en fait, on agit, ou malheureusement des fois on réagit parce que notre corps ressent par nos émotions. Et si on réagit parfois, on n'a pas forcément pris la bonne décision. Donc être attentif, c'est être à la fois attentif à ce qui se passe autour de moi, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour prendre soit des décisions ou en tout cas pour être présent à ce qui se passe. Après, en classe, ça va pas être seulement être attentif, c'est qu'à un moment donné, il va falloir passer à une attention un peu plus soutenue, à une concentration. Ça veut dire que dans un moment donné, la concentration, c'est que je vais avoir un objectif bien défini. Et en fonction de cet objectif, il y a évidemment des informations que je vais devoir prendre, et des informations que je vais devoir laisser à l'extérieur, que je vais devoir résister, pas garder que les informations qui sont pertinentes pour mon objectif et résister à celles qui sont pas utiles. Je vous donne un exemple tout simple. Je dois écouter l'enseignant. Avec les élèves, on se dit, j'écoute avec quoi? Avec mes oreilles. Et ils rigolent tous en disant, oui, mais j'écoute aussi madame avec mes yeux. Oui. Et donc, si j'apprends ça, à me dire, si j'apprends à résister avec mes yeux qui sont un puissant distracteur pour bien me diriger vers ce que l'enseignant est en train de me dire, là, évidemment, ça va m'aider. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est pas si facile, en fait, par rapport notamment à la concentration, de résister à tout ce qui m'entoure et qui vient me distraire ou qui vient juste me perturber. Et puis, tous les jeunes sont différents. Il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile de résister. Et puis parce qu'il y a aussi beaucoup de sollicitations et parce que aussi nos enfants et nos adolescents ont un cerveau qui est immature, qui est en pleine construction
Et cette capacité à résister, cette capacité à tenir son attention, elle se mature autour de 18 et 25 ans dans ce qu'on appelle la partie haute du cerveau, dans le cortex préfrontal. Donc voilà un petit peu, même pour nous, hein, réussir à tenir un objectif, avoir un objectif clair, réussir à sélectionner les informations dont j'ai besoin pour cet objectif et résister à ce qui vient me faire de l'œil, à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, hein, parce qu'il y a toutes mes petites pensées qui viennent me chercher et qui me disent « Oh, il y a quelque chose de mieux à faire. » Voilà. C'est sportif. Ouais, c'est effectivement pas toujours évident. Et c'est bien, comme tu le dis, en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, finalement, on est tous concernés. Exactement. Tu parlais de résister à ces tentations, à ces tentateurs qui pourraient nous détourner de la tâche. C'est quoi, selon toi, les principales sources de distraction pour nos jeunes aujourd'hui? Alors, je pense que je nous poserai la question à nous-mêmes parce que finalement, donc moi, ce que je vais vous partager, c'est vraiment ce que me disent les jeunes parce que c'est ce que je partage avec eux, c'est vraiment ce qui est difficile pour eux et on se donne des pistes. Et en général, nous, notre cerveau, il est censé être mature, mais on voit bien que les distracteurs sont pas bien différents que les leurs. Et même nous, qui sommes matures, on a bien du mal. Donc aujourd'hui, les plus grands distracteurs, c'est évidemment cette information qui arrive en flux continu, le divertissement, les réseaux sociaux, le téléphone, le monde virtuel. Et évidemment, le téléphone, c'est à la fois un outil magique avec lequel on peut apprendre plein de choses. On peut aussi se divertir. Mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement sollicitant, qui est extrêmement séduisant et pour lequel il est très difficile de résister, et notamment pour nos jeunes. Et ce qui se passe aussi avec ces réseaux, avec les jeux aussi, les jeux qui sont notamment très action-réaction, ils s'appuient sur un système de gratification. Ce système de gratification qui libère de la dopamine, hein, qui est un neurotransmetteur du plaisir, et on a tous envie d'avoir du plaisir. Et là, ça se passe physiologiquement dans le corps. Et donc, quand j'ai une sécrétion de dopamine parce que j'ai par exemple des likes ou parce que je suis sur les réseaux ou que j'ai du plaisir, c'est extrêmement difficile de s'arrêter parce que en plus, comme leur cerveau est pas mature, ils ont moins le discernement de pouvoir dire stop. Et puis, notre cerveau aussi fonctionne beaucoup par habitude. Et à cet âge-là, notamment au niveau de l'adolescence, il va renforcer aussi ce que je pratique le plus. Et ça, les jeunes sont extrêmement intéressés de comprendre tout ça. Et donc, tout ce que je fais le plus va prendre de plus en plus de place. Et donc, ça va devenir une habitude qui va être encore plus difficile à corriger ou à modifier. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que quand j'arrive à tenir mon attention, et on est des êtres d'attention, et quand je tiens mon attention, j'ai aussi une sécrétion de dopamine. Mais si on se pose la question à chacun, est-ce qu'il est plus dur de s'y mettre ou d'y rester? Déjà, le plus dur, c'est de s'y mettre. Ils sont tous d'accord. Et si à chaque fois que je m'y mets, je n'arrive pas à résister à toutes ces petites tentations, j'ai une coupure, je dois m'y remettre. Et là, je redemande un effort. Cet effort attentionnel de motivation qui est aussi ce petit goût de l'effort, là, ça les épuise en fait finalement. Et petit à petit, à la fois, ça les épuise, ça leur fait prendre beaucoup de temps. Ça fait que j'ai de plus en plus, je deviens un peu comme une marionnette. Je suis en mode réflexe et automatisme parce que je n'ai plus vraiment, je ne suis plus le pilote en fait. Mais ça, ils me le disent vraiment. Et donc, ce plaisir aussi de faire une chose à la fois, de tenir mon attention, il s'effrite un petit peu. Et donc, il n'arrive pas à contrebalancer toute mon incapacité à résister. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est que plus on va tenir son attention, plus physiologiquement, on va avoir une satisfaction parce qu'on aura aussi du plaisir. D'ailleurs, si à vous, chacun imagine un moment où vous avez tenu votre attention, mais je sais pas, même pour faire de la couture, pour faire de la créativité, vous avez coupé votre téléphone, vous étiez dans votre bulle, et à la fin, vous vous êtes senti comment? Bien. Bien parce que c'est physiologique. En plus, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, ça aide. Mais en général, quand on arrive vraiment à isoler, à résister aux perturbateurs, donc ça, vraiment, le plus grand des perturbateurs, c'est celui-là, parce que c'est vraiment pas c'est pas un problème de confiance, c'est vraiment un problème de résistance que ont nos ados, parce que c'est quasiment impossible de résister
sans cadre. Si je me mets pas du cadre, si je m'impose pas des routines. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, comme il adore aussi les rituels, il va falloir que je m'instaure des petits trackers d'habitude, que j'observe comment ça se passe quand je fais autrement. Et petit à petit, je me lance des nouveaux défis et je goûte que ça se passe mieux. Et là, je réenclenche un nouveau cercle vertueux. Mmh. On parlera un peu du point de vue du parent aussi par rapport à ça, de voir quel rôle il va pouvoir jouer, parce que tu mentionnes ce cadre qui va aider, le fait de tester de nouvelles habitudes pour essayer d'ajuster un petit peu le fonctionnement. Oui. Mais je vais peut-être d'abord prendre l'angle des enseignants, parce que il y a de la distraction. Le téléphone est moins présent dans les classes. Enfin, en tout cas, nous ici en Belgique, on essaye. Il y a le no phone maintenant, de dire plus de téléphone, même dans les écoles, ils doivent être coupés, etc. Même si c'est pas toujours parfait non plus. Mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu, je l'entends chez beaucoup d'enseignants, de dire finalement, de 8h à 16h, ils sont avec nous. Qu'est-ce qu'on a comme levier? Quelles sont nos possibilités pour essayer que même moi qui interviens le vendredi en dernière heure, je parviens quand même malgré tout à avoir un petit peu d'attention par rapport aux cours que je vais leur proposer. C'est quoi tes conseils pour les enseignants? Alors, le premier conseil que je leur donnerais, c'est vraiment ce que je vis avec les élèves, c'est les éduquer à l'attention. C'est les éduquer à qu'est-ce que ça veut dire, tenir son attention, les éduquer aussi au fonctionnement du cerveau et les questionner quand est-ce que ça marche bien, quand est-ce que ça marche moins bien. Et ils le disent tout de suite quand je suis fatiguée, par exemple, quand il y a quelque chose qui me tracasse. Je pense que toi, Sophie, là, s'il y a quelque chose qui te prend le cœur ou qui te prend la tête, je pense que tu n'arriveras pas à tenir ton attention. Et nos enfants, c'est bien pire puisque leur cerveau est pas mature. Donc, c'est vraiment les éduquer déjà aux besoins du fonctionnement du cerveau pour tenir son attention et à l'immaturité. Le nombre de jeunes qui me disent « Merci, madame, je savais pas que mon cerveau était immature et moi, je pensais que j'allais rester comme ça toute ma vie. » Et notamment avec le stress aussi, ils sont plus influencés, plus sensibles au stress. Donc déjà, de comprendre qu'en créant de nouvelles habitudes, ils vont renforcer et que leur cerveau va maturer, ça les rassure énormément. Ensuite, c'est de leur expliquer que notre attention, elle navigue en fait en fonction de nos réflexes, nos automatismes, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Ça va mettre un peu de responsabilité les uns les autres par rapport au bruit qui se passe. Par rapport à nos yeux, on parlait tout à l'heure, nos yeux sont un puissant distracteur. Donc moi, je fais des petits jeux avec eux parce que la personne qui doit être attentive, c'est chacun. Donc bien sûr, l'enseignant va aider à ce qu'il soit attentif, mais il ne peut pas décider que l'autre va être attentif. Donc plus nos enfants et nos ados vont être éduqués à comment je peux faire, et notamment comme on disait tout à l'heure, quand j'écoute le professeur, je fixe, attention mes yeux, j'apprends à résister, et quel est le sens qui va être le plus activé. Je conseillerais aussi, on sait aujourd'hui bien mieux qu'on est plus efficace en faisant une chose à la fois. On a eu une phase où on se disait, tiens, comme nos jeunes ont du mal à tenir leur attention, on va accélérer. On a eu une période comme ça il y a quelques années, on va aller de plus en plus vite, il faut qu'on zappe pour justement relancer leur attention. Oui, il faut changer parfois, il faut changer de contenu, il faut pas avoir toujours la même voix, il faut bouger. Mais par contre, je pense plutôt qu'il faut ralentir. Il faut faire bien une chose à la fois, c'est-à-dire que quand je leur parle, je leur parle. Quand j'écris, j'écris et quand je leur demande d'écrire, j'évite de parler en même temps. Parce que après, je vais vous proposer les petits défis que les enseignants peuvent lancer aux élèves. Donc, c'est vraiment faire une chose à la fois, que les objectifs soient toujours bien clairs et courts. Et je vais vraiment vous conseiller aussi une chose qui ne demande aucune révolution de pratique et qui a des retours vraiment, vraiment très puissants. C'est qu'aujourd'hui, en formation enseignant, j'invite vraiment tous les enseignants, quel que soit l'âge de leurs élèves, de faire 1 minute d'intériorité à chaque fois qu'ils rentrent ou qu'ils démarrent un cours. Qu'ils soient en primaire, qu'ils rentrent de récréation, qu'ils arrivent le matin de la maison. Et quel que soit mon cours, je suis au lycée. Et de dire aux élèves, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne sais pas quel cours vous avez eu, je ne sais pas comment vous avez quitté la maison ce matin. Moi, j'ai envie de passer une belle heure avec vous. On va peut-être pas passer que de la joie, on va donner le meilleur. Et je vous offre 1 minute et je vous propose de fermer les yeux, de respirer, on va passer à autre chose. Parce qu'en fait, il passe d'une chose à l'autre
On ne sait pas, ils arrivent aussi avec tout leur bagage émotionnel. Hein. Est-ce qu'on s'est disputé ce matin? Est-ce qu'on a eu le temps de petit déjeuner? Est-ce qu'on a couru? Donc là, allez, on offre cette petite minute et aussi on leur dit, ben voilà, aussi que quel est le secret aussi des élèves qui sont le plus performants? C'est bien ceux qui sont le plus attentifs et présents à ce qu'ils font, et notamment quand ils sont en classe. Donc c'est à la fois comment moi je réunis ces conditions pour qu'ils puissent être disponibles, et comment on s'accueille aussi, hein. Comment je leur offre ce sourire du matin. C'est des petites choses qui vont jouer sur l'émotionnel, et l'émotionnel est fondamental. L'affectif, c'est le carburant. Et en plus, nos enfants à cet âge-là sont des éponges. Donc cette petite minute d'intériorité, elle est pour moi vraiment, vraiment très précieuse. Ensuite, donc une chose à la fois, et d'éduquer nos jeunes à comment tenir mon attention. Donc les yeux, moi on joue, on fait des petits exercices pour qu'ils apprennent à résister. Mais avant ça, on travaille sur le passage de porte, parce que pour tenir son attention, il faut qu'il y ait une intention au préalable. Et je les compare souvent à ceux qui font du sport ou ceux qui font du théâtre. Et souvent, quand je leur dis, quand vous arrivez sur un terrain, qu'est-ce que vous vous dites? Et là, ils disent, je vais tout donner, je vais réussir, je vais marquer, on va les écraser des fois. Alors je dis, non, on ne va pas les écraser quand même. Et après, je leur demande, mais qu'est-ce que vous vous dites quand vous passez la porte de classe? Et là, si j'osais, je vous dirais tout ce qu'ils me disent. Et là, tout le monde rigole. Vivement ce soir, j'ai faim, ça va être long, vivement les vacances. Voilà. Heureusement, ils ne se disent pas que ça, mais ça arrive quand même trop souvent. Les enseignants peuvent aussi distribuer l'attention, c'est-à-dire que sur 50 minutes ou 1 heure de cours, ils peuvent dire de temps en temps aux élèves, bon, là, je cherche un document, profitez-en pour juste vous détendre. Et vraiment les cibler quand cette concentration doit être importante. Et puis, on sait aussi que pour être le plus pour mettre un maximum de choses du cours dans notre tête, hein, c'est l'objectif en tant qu'enseignant pour nos élèves, c'est être attentif mais actif aussi. Actif, je vous rassure, je ne vais pas vous dire de les faire marcher à 30 dans la classe, mais ça peut surtout être actif avec sa tête. Et pour être actif avec sa tête, quoi de mieux que la parole? Donc vraiment mettre en place en classe une participation très riche. Quelle est ma posture? Comment je les aide à prendre la parole? Je les rassure quand ils se trompent. Et comment j'aide à ce que chacun puisse penser et se confronter. Moi, ce que je propose aussi aux enseignants qui marchent très très bien, c'est qu'après cette petite minute d'intériorité, je propose aux élèves de faire revenir dans leur tête ce qu'on a vu précédemment, et après, en 30 secondes, de s'échanger par deux en chuchotant ce dont ils se souviennent. Là, ils sont attentifs, actifs, et en plus, ils réactivent ce qu'on a vu. Et si on interroge tout de suite quelqu'un, on court le risque que les autres se respirent un bon coup en se disant « Ouf, c'est pas moi », et qu'ils arrêtent de penser. Et en formation, je propose pas mal de choses pour permettre aux élèves de se mobiliser l'ensemble de leur sens et leur corps dans la tâche qu'ils sont en train d'accomplir, et que l'enseignant soit l'organisateur et le chef d'orchestre de tout ça, mais que ça soit pas lui qui parle pendant 1 heure, parce que évidemment là on perd aussi les élèves. Donc c'est comment leur permettre d'être actifs sans forcément bouger, mais comment ils peuvent se confronter, se questionner, et aussi se projeter à la place du prof. Moi, j'aime bien dire aux enseignants, mais en fin de chapitre, pendant 10 minutes, par 2 ou par 3, faites-les imaginer les questions que vous pourriez trouver. Voilà, se mettre à la place du prof. Faire une petite émission en fin de cours de 5 minutes, une équipe de 3 ou 4 qui vient redire les essentiels. Et place à la créativité. Ils peuvent bouger, voilà. Des pratiques plus actives, en tout cas cognitivement, voilà, les mettre acteurs dans la démarche, plutôt que la passivité dans laquelle ils vont trouver beaucoup d'inattention. De toute façon, pour tenir cette attention, il faut que le corps s'engage, en fait. Il faut qu'il y ait le moins de dispersion possible. Si mes mains sont mobilisées, si mes yeux, et si je parle, et mon corps est tourné vers ce que je suis en train de faire, il y a moins de dispersion possible. Ok. Alors c'est beaucoup j'ai pris plein de petites notes là, plein de bons conseils en tout cas pour les enseignants. Si on va à la maison, parce que c'est vrai que l'enseignant il est pédagogue, c'est-à-dire qu'il est en réflexion, comme tu disais, éduqué à l'attention, etc. Il a aussi des connaissances sur le sujet. Le parent, parfois il est un peu perdu de dire, je vois bien que pendant les devoirs, etc.,
Je l'entends souvent, moi, des parents qui me disent c'est difficile de maintenir son attention, il fait des pauses tout le temps, finalement une petite tâche qui ne devrait prendre que quelques minutes, finalement prend des heures parce qu'il y a beaucoup d'espace pour d'autres choses. Comment est-ce que les parents, eux, peuvent aider dans leur posture de parents pour essayer de favoriser l'attention ou en tout cas d'avoir un environnement qui permette peut-être moins de distractions. Ouais. Okay. Déjà, si on part tout de suite dans la direction des devoirs, c'est déjà de se dire comment j'aide mon enfant à ce qu'il soit et attentif et actif. Déjà, on sait que par exemple, le mouvement est extrêmement important pour apprendre et que nos enfants sont quand même assez passifs et souvent assis en classe. Donc, est-ce que je peux prendre un peu de hauteur et me dire, déjà peut-être mon enfant va pas apprendre de la même façon que moi, et est-ce que je peux à la maison, est-ce qu'il peut mettre en œuvre les choses qui l'animent, les choses qui le caractérisent, qu'il ne peut pas faire en classe et qu'il pourrait faire à la maison. Donc, mettre en œuvre les conditions où l'enfant va pas pouvoir mettre du peps, c'est ce que disent les élèves, j'étais en 6e hier, c'est mettre du peps, de la joie, parce qu'il faut mettre de la joie quand on apprend, et sortir un petit peu de je m'assois ou hier il y a un élève qui me disait moi ma maman elle me dit tu bouges pas de là, tu t'assois, elle reste à côté de moi, et dans ces cas-là je peux pas laisser libre cours ni à mon imagination ni à ce qui va m'aider à apprendre. On sait aujourd'hui, on a parlé de la parole, que la parole ça nous aide à être présent. Quand je parle, je ne peux pas penser à autre chose. Quand je parle, je suis pleinement connectée. Quand je parle, je suis présent à ce que je fais. Donc déjà, moi, un petit outil que je recommande énormément aux parents, c'est d'installer à la maison, et quels que soient les âges, il va évoluer avec l'âge, soit une grande ardoise accrochée au mur, mais les plus jeunes, ils ont un tableau à ardoise, et les plus grands, un tableau Velleda, et ça marche magnifiquement bien. En plus, quand votre enfant va écrire dessus, il va être debout, ils adorent tous écrire, ils peuvent effacer. Et on sait aussi qu'une des meilleures façons de vérifier et de mettre dans sa tête et de vérifier que je sais, c'est de réenseigner aux autres. Et je ne suis pas obligée d'avoir des autres. Et ça, je vous le partage, parce que depuis toutes ces années où je demande aux élèves comment vous faites pour mettre dans votre tête et vérifier que vous savez, ceux qui savent très bien faire viennent nous apporter une richesse incroyable. Entre celui qui dit moi je me lève, je vais chercher le micro de mon père, je marche dans ma chambre et je fais comme si j'étais un chroniqueur, et après je distribue des petites feuilles comme si j'avais des élèves imaginaires, et ça va donner des pistes aux autres. Donc, de mettre tout ce cadre-là, ces choses qui vont pouvoir aider nos enfants. Donc, si on a un enfant qui a besoin de bouger, qui est assez théâtral, pourquoi pas un petit micro aussi, et surtout qu'il se mette dans un environnement où il va pouvoir bouger, parler tout seul, pour pas déranger les autres. Il existe un petit outil qui est extrêmement efficace, qui s'appelle le toubalou, ou le chuchoteur. C'est-à-dire qu'on peut parler dedans et ça fait un écho dans l'oreille. Donc, si vous avez plusieurs enfants, ça permet à votre enfant de marcher dans le couloir, d'aller dans une autre pièce et de se parler sa leçon, de l'expliquer, de mettre du rythme, de changer sa voix, de pourquoi pas le rythmer. Il y a des enfants qui rythment leur leçon. Et de ne pas s'inquiéter de ça. Et d'observer nos enfants. Par contre, celui qui est très calme, qui adore être assis à son bureau avec ses crayons, ne le poussons pas à bouger. Observons simplement ce qui les anime. Moi, j'avais jamais imaginé en 15 ans le nombre d'élèves qui, par exemple, expliquent leurs leçons à leurs animaux domestiques. Donc, parce que c'est un autre. Alors, bien sûr, il dira pas si c'est juste ou pas. Mais voilà, mettre toutes les conditions disponibles, créer un cadre aussi et un rituel, puisque le cerveau adore les rituels. Éviter nos injonctions qui glissent un peu sur nos enfants, résister à va faire tes devoirs. Le nombre d'enfants qui me disent, moi je monte dans la voiture, ma mère elle me dit, elle va faire tes devoirs, même si j'ai envie de les faire, après j'ai plus envie, parce que la motivation ça nourrit. Donc c'est créer ce cadre, faire un petit contrat avec les enfants. Est-ce que tu veux les faire tout de suite ou pas tout de suite, tu as besoin d'un temps de repos, à quel endroit on les fait, les devoirs écrits, les devoirs qui sont pas écrits, le week-end aussi on se programme, et puis on tient ça. Et puis quand on tient et que ça marche bien, on met en avant, t'as vu, c'était génial, bravo, tu peux être fier de toi. Bravo pour eux. Et comme, je vous rassure, tous nos enfants veulent vivre en harmonie avec nous, quand il y a de l'harmonie, et quand ce cadre-là va leur permettre de les rassurer aussi, et d'éviter de procrastiner, parce que c'est ça, dès qu'il y a quelque chose qui demande un effort, donc qui va demander un effort attentionnel important, on va être dans l'évitement, et notamment nos enfants. Plus on va les aider à cadrer, en leur montrant que notre but, c'est pas de leur en rajouter, au contraire, c'est de les aider, en leur expliquant comment nous on fait aussi, parce qu'on est aussi porteurs d'exemples. Et donc c'est
ce cadre, un endroit calme et isolé pour qu'ils puissent parler et marcher s'ils ont besoin, et s'extérioriser s'ils ont besoin aussi, définir un temps, aider nos enfants à dire ah oui, ça tu penses que tu en as pour combien de temps, ça pour combien de temps. Nous, ne pas rester à côté pour leur permettre justement de s'exprimer. Et ensuite, si j'entends encore beaucoup de jeunes qui me disent, ben moi, par exemple, si j'apprends une leçon, j'apprends la première phrase, puis après la deuxième, puis quand je suis la première et la deuxième, j'apprends la troisième, puis après je vais les réciter à ma mère ou mon père. Si je sais pas, il me l'a fait copier 3 fois ou voilà. Et quelquefois, c'est de se poser la question, quel est le sens de ce que je fais faire? Est-ce que j'ai vérifié que derrière mon enfant était vraiment connecté à ce qu'il fait, ou est-ce que c'est vraiment ça qui lui apporte quelque chose? Moi, je vous donnerais un conseil, c'est d'attaquer une leçon en apprenant à vos enfants à vous dire, moi je leur dis, t'es un détective. Voilà. Positionnez-vous comme un détective. Qu'est-ce que le professeur ou le professeur des écoles en primaire veut que tu saches? Quelles questions il pourrait te poser? C'est vraiment changer de posture. Le réciter, c'est bien pour une poésie, mais et là, on est un peu dans le jeu, tout en étant dans ce que nous disent les neurosciences aujourd'hui. Pour apprendre, il faut se poser des questions. Et là, j'ai du sens, j'ai du plaisir. Mes petites questions, je peux les écrire, je peux les jouer si je suis enfant avec mes doudous, parce que quand je vais en primaire, je viens avec des doudous, mais les enfants qui après installent un tableau et sont autonomes, et ils nourrissent la motivation. Et là, on est dans le cycle où je mets de la joie, et là, d'un seul coup, leur pleine nature va s'exprimer dans ce qu'ils apprennent. Et là, on va pouvoir les observer et se rendre compte qu'on est tous différents avec quand même des incontournables. Et je pense que voilà, ces petites pistes-là, et se dire aussi que pour garder quelque chose à long terme, il faut le sauvegarder. Donc, aider nos enfants à faire des petites cartes questions-réponses. Quand on a trouvé des bons petits moyens mémotechniques, les aider à sauvegarder. Et si on a des jeunes plus grands, hier, il y a un jeune qui m'a dit, mais Madame Legros, c'est trop, trop bien. Ça me donne une super idée. Après, ben, bien sûr, ils ont un téléphone quand ils arrivent en fin de collège. Où je laisse mon téléphone quand je suis en train d'apprendre ma leçon. Je suis très actif, mais après, je prends mon téléphone et je me questionne dessus. Je me pose des questions, je mets les réponses et je peux jouer avec mon parent. Il peut changer sa voix et peut faire comme une interview. Ça prend très peu de temps, vraiment. Et après, le lendemain, je suis dans le bus, je réécoute les questions et je n'écoute pas tout de suite les réponses pour vérifier que je sais. Et c'est vraiment de se dire, OK, comment j'aide mon enfant à être actif, à la fois avec son corps, s'il en a besoin, oui, avec sa tête. Et s'il va dehors pour marcher et aller dire aux arbres, comme l'a dit un élève un jour, toutes ces leçons, eh ben, observer, vérifier après avec lui, et réjouissons-nous, ils ont trouvé le chemin qui leur parle. Tu parlais tout à l'heure des principales sources de distraction, et c'est vrai qu'on mentionnait quand même le téléphone, les écrans, etc. En tant que parent, c'est le rôle du parent d'un peu placer ce cadre où il n'y a pas ces distracteurs, je les éloigne, ou je responsabilise l'enfant sur les choix qu'il va mener pour qu'il se crée lui-même son propre environnement sécurisant et qualitatif. Alors, je pense que notre enfant seul, et ça sera vraiment quasiment impossible d'y arriver, puisque on a vu que son cerveau n'était pas mature et que c'est pas un problème de confiance, mais c'est vraiment un problème de résistance, puisqu'on voit que nous-mêmes aussi, on a du mal à y arriver. Donc, c'est vraiment non pas d'être dans la sanction en disant pas de téléphone quand tu travailles, mais c'est d'expliquer vraiment le mécanisme. Moi, je leur dessine des neurones et des connexions, et je leur montre que déjà, c'est difficile de s'y mettre. Et qu'à chaque fois que je vais être entrecoupée par le téléphone, même si je ne réponds pas au message, mais qu'il y a un bip, je leur dis que même moi, à mon âge, je vais regarder mon téléphone. Et si je le regarde pas et je me dis non, les minutes qui suivent, je me dis qu'est-ce qui m'a envoyé un message? Qu'est-ce qui m'a envoyé un message? Et à chaque fois, toutes ces connexions vont se couper. Et il y a des élèves qui me disent oui, mais c'est pas grave. Moi, je préfère passer 30 minutes que 15, mais je peux pas lâcher mon téléphone des fois qu'il se passe un truc. Et on travaille sur ce qui se passe un truc. Évidemment qu'il va se passer des choses. Et c'est difficile quand il y a un groupe classe, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose à ce moment-là. Mais c'est la double peine à ce moment-là. Et ça, ils le comprennent très bien. La double peine, elle vient que j'ai passé 2 fois plus de temps. Et pour autant, par rapport à quelqu'un qui aura travaillé en faisant une chose à la fois, en mettant de côté son téléphone, je n'aurais pas les choses bien accrochées dans ma tête, puisque j'aurais été tout le temps entrecoupée. Donc, j'aurais mis plus de temps et en fait, les informations vont s'échapper. Et donc, je leur dis, faites une chose à la fois et quand vous avez terminé, eh bien oui, prenez votre téléphone, allongez-vous sur votre lit et soyez pleinement avec votre téléphone. Et là, nous, on a un rôle important. Parce que souvent, les jeunes, ils râlent et ils rouspètent en me disant, ils sont gentils, les adultes, ils nous disent ceci, cela.
Et ma mère, elle est tous les soirs sur son téléphone ou sur son iPad. Alors évidemment, les règles sont différentes pour nous. On est plus mature, mais on se laisse vraiment absorber. Et aujourd'hui, nos enfants ont vraiment besoin qu'on leur partage cet exemple, et surtout que ces moments très précieux de nos vies, comme les repas, comme les moments de retrouvailles, comme le départ le matin à l'école, se fassent vraiment à l'écart de nos écrans. C'est vraiment ce que j'entends et ce que me disent nos jeunes, c'est une source de souffrance en fait, ce manque d'attention. Quand je suis vraiment attentif à quelqu'un que j'aime, que je l'écoute vraiment, c'est une des meilleures sources de l'estime de soi et de la confiance, puisque quand je t'écoute vraiment, quand je suis complètement disponible et quand même si mon téléphone sonne, je vais pas répondre puisque je suis avec toi. Et c'est ça qui va te montrer que tu as de la valeur et que je suis pleinement avec toi. Et je pense que c'est même la meilleure façon de booster l'attention de nos enfants, puisque tenir un moment d'attention avec eux, c'est leur permettre de nourrir leur attention. Et en plus, c'est leur permettre de nourrir cette estime de soi qui est fondamentale pour tenir soi-même son attention, pour apprendre, pour se sentir bien. Et en plus, ça va nous aider à nous tous dans notre quotidien et dans notre rythme familial, comme les retrouvailles. Souvent, je propose aux parents un petit sas de décompression. Quand on se retrouve, je leur dis, même si vous êtes vous-même au téléphone en train de rentrer chez vous, et en kit main libre, bien sûr, garez-vous 100 mètres avant, terminez votre conversation et rentrez à la maison avec enfant et la personne que vous aimez, si elle est déjà là, sans votre téléphone. Vous allez voir le changement d'attitude, le changement de climat. Et ce climat est fondamental pour tenir son attention. Il est fondamental aussi, c'est le cœur de nos vies aussi. Et que ces moments, vraiment, ces moments précieux, ces moments où on joue aussi. Une petite cocotte de primaire qui, la semaine dernière, me disait mais Madame Legros, c'est un comble, le dimanche, je jouais avec ma mère. Et c'est moi qui, à un moment donné, qui ai dû lui prendre son téléphone des mains en disant bon, maintenant on joue, ça suffit, tu lâches ton téléphone. Voilà. Donc c'est sans jugement, tout ce que je vous dis. Je suis mère aussi et je suis humain aussi, j'apprends à résister. Mais je pense que c'est ces moments de vie qui sont extrêmement précieux pour offrir ces moments d'attention à nos enfants aussi. Et puis de réfléchir aussi à nous, comment on perd notre attention, comment on est efficace dans notre travail, et le partager avec nos enfants sans donner de leçons, mais en leur disant comme c'est efficace. Et effectivement, pour le travail, c'est à la fois de leur permettre, de leur dire, regarde, ça peut être un outil, après on va s'enregistrer, je vais t'aider à t'enregistrer, on va se faire des questions, mais tu vas voir que pendant tu travailles, on va l'enlever, mais à ce moment-là, parle, bouge, et une fois qu'ils seront dedans et qu'il n'y aura pas de perturbateurs, ils vont l'oublier. Moi, c'est ce qu'ils me disent. J'avais même oublié que mon téléphone, j'ai fait une deuxième matière sans même aller chercher mon téléphone. Catherine, mille merci en tout cas pour tous ces petits conseils. J'avais envie de terminer quand même avec un petit mot. Si tu devais, s'il y avait un seul message ou un conseil que tu voudrais adresser aux enseignants et aux parents pour aider justement les jeunes à mieux gérer leur attention, ce serait lequel ? De leur offrir la nôtre. De leur offrir ce petit sourire du matin, un petit clin d'œil, le pouce, le « je t'ai vu, tu comptes pour moi, je crois en toi, j'ai confiance en toi ». Et vraiment, leur offrir c'est Simone Veil qui disait l'attention, c'est le cadeau le plus pur et le plus rare de générosité. Et on a tous besoin, nos enfants encore plus. Et vraiment, ce petit clin d'œil, ce petit je t'ai vu, cette petite écoute va être un booster pour eux-mêmes être attentifs, s'engager et se sentir bien et oser et rebondir, tout à fait. Voilà. Super. Mille merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. De notre côté, nous, on va se retrouver d'ici 15 jours pour un prochain épisode du podcast. À bientôt. À bientôt. Merci Sophie. Au revoir.